Au lendemain d'une saison 2018-2019 réussie, d'un mercato estival très lucratif sur le plan financier, le futur du projet LOSC Unlimited intrigue. Les Dogs peuvent-ils reproduire l'exploit de l'an passé? Vont-ils subir les conséquences d'un 11 orphelin de plusieurs de ses cadres? Pour ce 6ème épisode de Focus, voyageons dans le temps au fil des 2 dernières saisons lilloises, avec comme première escale le rachat du club par Gérard Lopez. Le 26 janvier 2017, après 15 ans de présidence sous Michel Seydoux, Gérard Lopez devient le nouvel actionnaire majoritaire et président du club. Il nomme dans la foulée Luis Campos en tant que directeur sportif, homme reconnu et respecté pour sa capacité à débusquer de jeunes talents avec Porto. L'arrivée de Marcelo Bielsa l'été suivant lancera alors les prémices du projet LOSC Unlimited, un recrutement de jeunes talents détectés par Luis Campos qui grandiront sous la houlette de Bielsa et assureront une plus-value future à la revente. En cumulé, entre l'arrivée de Gérard Lopez en janvier et la clôture du mercato estival 2017, il a enregistré un total de 30 arrivées. On peut mettre en relief ce chiffre avec le nombre d'arrivées sur la même période de Lyon, 19, ou du PSG, 14. De l'autre côté de la balance, un loft est installé pour les joueurs devenus indésirables. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette pratique, très contestable sur le plan éthique, avait déjà été mise en place par Bielsa lors de son passage à l'OM. Pour résumer, il s'agit d'une mise à l'écart assumée d'un certain nombre de joueurs, passant par des entraînements en retrait du groupe pro. Si jamais vous voulez plus d'infos sur le sujet, je vous laisse en description une interview de Julien Palmieri qui raconte cette situation. Ainsi, le club poussera vers la sortie ses cadres de l'an passé, parmi lesquels Mavouba, capitaine avec 370 matchs au compteur chez les Dogs, Marco Baccia, 195 matchs et considéré par certains supporters comme un des meilleurs défenseurs centraux ayant évolué sous les couleurs lilloises, ou encore Enyama, 164 matchs pour Lille et jusque-là toujours exemplaire, mais qui sera invité à céder sa place au prometteur Mike Maignan. Au final, à l'aube du premier match de la saison 2017-2018, Bielsa aligna un 11 exclusivement composé de joueurs jugés prometteurs, et si on compare cette compo avec celle du match précédent l'arrivée de Gérard Lopez à la présidence, on peut observer cette énorme transformation de l'effectif. 9 joueurs ont succombé à l'arrivée de Bielsa, seuls Amadou et Benzia subsistent dans le 11. Le LOSC sacrifie alors la totalité de ses joueurs d'expérience, Beria, Baccia, Enyama, Sankaré, voire Eder. Bien évidemment, leur âge laissait difficilement imaginer la possibilité d'une plus-value financière au cas d'une future revente, mais leur départ se fera au sacrifice d'une première notion négligée par la nouvelle direction lilloise, l'importance de l'expérience dans un groupe. Et c'est dès ce moment-là que le projet se fragilise, car cet taulier aurait pu bénéficier d'une certaine légitimité pour pouvoir encadrer les jeunes, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Dans une autre idée, on parle également de joueurs qui jouent ensemble depuis des années pour certains et qui ont forcément créé des automatismes au fil des saisons. Sans eux, Lille repart de zéro et néglige tout ce qui a été bâti avant l'arrivée de Bielsa. Cette vision utopiste, pensant que l'effectif peut exceller uniquement avec des jeunes à fort potentiel, est la première erreur stratégique dont Lille paiera vite les conséquences. Dans les chiffres, on retrouve bien donc cette idée de faire confiance à la jeunesse, 23,18 ans de moyenne d'âge dans le 11 de Bielsa contre 26,27 l'an passé. Les éléments les plus âgés sont Depréville et Malcuit, 26 ans seulement. Si on laisse de côté l'expérience et qu'on se penche maintenant sur le talent footballistique pur de l'équipe, on remarque déjà que Bielsa aligne 7 recrues, parmi lesquels on retrouve Ballo Touré, 20 ans issu du centre de formation du PSG qui joue son premier match en pro, Junior Alonso, 24 ans, arrivé du championnat paraguayen, Edgarier, 23 ans, 12 matchs la saison dernière dans le championnat portugais, Malcuit, 26 ans, qui s'est révélé chez les Verts avec 46 matchs pro au compteur, Diego Mendes, 25 ans, arrivé de Sao Paulo, Luis Aroro, également arrivé de Sao Paulo à 21 ans, et enfin Anor El Ghazi, 22 ans, qui lui provient de l'Ajax Amsterdam. À première vue, on peut déjà en déduire que 6 recrues sur 7 n'ont jamais réalisé une saison parmi les 5 grands championnats majeurs européens. Le potentiel est clairement présent, il serait inapproprié de remettre en cause la vision de Luis Campos, tout quand on voit le niveau actuel de Thiago Mendes. En revanche, l'objectif annoncé pour cette saison 2017-2018 était de terminer parmi les 5 premiers du championnat. Or dans ce 11, il existe une zone d'ombre sur le réel niveau des joueurs et sur leur adaptation au niveau européen. Ils ont encore tout à prouver et c'est impossible encore de les qualifier comme des valeurs sûres pour atteindre le top 5. Dernier point que l'on n'a pas évoqué, l'équipe se compose de 7 nationalités différentes, avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble pour la plupart. On peut imaginer qu'une acclimatation de certains joueurs étrangers est nécessaire, mais également que cette richesse plurilinguistique peut brouiller la communication sur le terrain, du moins à court terme. Toutes ces carences ont mené le club lillois vers une des saisons les plus tristes de son histoire. Bielsa, dont la tactique fut directement remise en question par ses joueurs eux-mêmes, sera limogé dès le mois de décembre. Les Dogs arracheront leur maintien à l'avant-dernière journée, terminant à la 17ème place. La saison fut également marquée par plusieurs événements extrasportifs, tels l'effondrement de la barrière
arrière lors du match à Amiens, l'interdiction de recrutement lors du mercato hivernal ou encore la relégation à titre conservatoire du club après l'envahissement de terrain. Pour conclure cette première partie, on peut dire que le LOSC version 2017-2018 symbolise parfaitement les limites d'un investissement massif en football. Le foot est un sport collectif et le collectif sera toujours plus fort qu'une somme d'individualité. Le renouvellement de tout un effectif aura toujours des répercussions sur deux facteurs essentiels au bon fonctionnement d'une équipe, la cohésion de groupe et les automatismes. L'échec lillois 2017-2018 est l'image de ces investisseurs ayant une vision irréaliste du football, à la recherche d'un retour sur investissement trop rapide et ignorant l'importance de l'échelle temps pour forger une équipe stable et compétitive. Soyez fiers de vous. Bravo, c'était difficile, bravo. Semaine après semaine, vous avez fait le taf. Semaine après semaine, vous êtes devenus des vrais joueurs, des grands joueurs, vous allez devenir. Et nous, le staff médical, staff technique, on est fiers de vous. On y est, les gars. Comment Lille a pu passer du cauchemar à l'exploit, terminant la saison 2017-2018 17ème et la 2018-2019 2ème derrière le PSG. Difficile d'affirmer quels sont les rouages à l'origine de cette montée en puissance. En revanche, on peut légitimement affirmer que Lille n'a pas reproduit les erreurs du passé. Sous la surveillance de la DNCG, le club n'avait clairement pas la même marge de manœuvre lors du mercato estival 2018. Au final, avec seulement 9 millions d'euros investis, le LOSC a réussi à se forger un 11 nettement plus intéressant. Le 1er septembre 2018, au lendemain de la clôture du mercato, Lille affronte Angers avec cette équipe. Maignan, Thiago Mendes et Pépé étaient les rares satisfactions du naufrage lillois et sont donc logiquement reconduits pour cette nouvelle saison. Ballo Touré et Soumaoro ont eux également joué une vingtaine de matchs la saison passée et Galtier leur fait confiance. Ainsi, on retrouve 6 joueurs qui ont déjà joué ensemble et qui connaissent déjà les exigences du niveau Ligue 1. Côté recrue, on retrouve d'une part l'expérience avec 2 joueurs arrivés gratuitement, José Fonte, plus de 300 matchs en première ligue au compteur, et Loïc Rémy, qu'on connaît déjà bien de par ses passages à Marseille, Chelsea ou en sélection nationale française. D'un autre côté, tu retrouves toujours la philosophie du projet avec des jeunes recrues plus prometteuses qui ont déjà montré de belles choses en Ligue 1, comme Bamba arrivé gratuitement ou Ikoné pour 5 millions d'euros. Les deux seuls vrais inconnus de l'effectif sont Selic et Leao, mais leurs futures prestations valideront le flair de Luis Campos. Enfin, pour n'oublier personne, le retour de Cheka était primordial, alors que son passage en prêt à Dijon l'an dernier a dévoilé un joueur plein de qualité. Au final, une grande partie des lacunes qu'on retrouvait la saison d'avant ont disparu, à savoir l'inexpérience et le manque d'automatisme. Sur le papier, beaucoup de joueurs disposent déjà d'un CV au niveau européen et une majorité d'entre eux ont l'habitude de jouer ensemble. Les jeunes pépites ne se retrouvent pas à jouer les leaders et sont encadrés par des anciens dont la carrière conforte leur légitimité. Enfin, on n'en a pas parlé, mais contrairement à Bielsa, Galtier a pu travailler avec ses joueurs depuis décembre dernier. Il a réussi son pari de maintenir le club l'an passé et on peut donc imaginer qu'une relation de confiance s'est désormais créée entre lui et ses joueurs. Voilà. La réussite lilloise ne réside certainement pas que dans la transformation de son équipe vis-à-vis de l'an passé. En revanche, les deux clés à l'origine de cet exploit sont d'une part la stabilité de l'équipe et d'autre part un recrutement beaucoup plus cohérent. Alors est-ce que le LOSC peut-il espérer continuer sur la même dynamique pour cette saison en cours ? Cette saison ne sera sans aucun doute pas la même que l'an passé pour les Lillois. Premier facteur majeur, c'est la Ligue des Champions qui nécessite une concentration sur plusieurs tableaux et qui surtout cause un alourdissement du calendrier. 32 matchs à jouer entre le 11 août et le 31 décembre. La rotation de l'effectif va donc être une clé cette saison, alors que Galtier n'y avait que très peu recours l'an passé au regard des 38 matchs joués par Bamba, Pépé ou encore Ikoné. L'autre point qu'on peut mettre en lumière concerne le mercato, où Lille a vu partir un cadre majeur par ligne, Pépé parti à Arsenal, Leao à Milan, tandis que Thiago Mendes et Youssouf Koné ont rejoint l'OL. Les recrues sont donc arrivées en conséquence, parmi lesquelles on retrouve Thiago Diallo, défenseur central venu du Milan AC. Il se caractérise pour le moment par une certaine aisance avec le ballon pour son poste. Il est jeune encore, 19 ans, et va pouvoir grandir aux côtés de José Fonte. Domagoj Bradarić, latéral gauche croate, venant compenser le départ de Youssouf Koné, vrai latéral moderne à consonante offensive. Pour pouvoir faire ses preuves, il va bénéficier d'un système de jeu lillois qui met énormément en valeur ses latéraux. Benjamin André, ex-Rennais, qui quant à lui est une vraie valeur sûre à son poste. 28 ans, il semblait indéboulonnable à Rennes au vu de ses 5 saisons au rang de titulaire indiscutable. Il récupère alors un joueur doté de bonnes qualités footballistiques à son poste, dont sa polyvalence, son volume de jeu et son agressivité. Le LOSC gagne surtout une vraie valeur ajoutée en termes d'expérience, avec plus de 250 matchs en
Ligue 1 au compteur. Timothy Weah, jeune avançant prometteur provenant de la capitale, qui est plus un pari sur le futur et qui à l'heure actuelle ne peut pas prétendre à être un élément majeur du 11. Victor Osimhen, 19 buts l'an passé avec Charleroi, qui a rejoint la France pour 12 millions d'euros afin de compenser le départ de Leao. Ses débuts ont été fracassants, avec déjà 2 doublés en seulement 4 rencontres jouées. Il a montré pour le moment toutes les qualités d'un vrai neuf, physique, rapide et tueur devant le but. On ne va pas tomber dans le jugement hâtif et on va observer son évolution sur le long terme. Il peut devenir une pièce maîtresse du 11. Yazice, prometteur numéro 10, arrivé après 2 saisons pleines dans le championnat turc pour 16,5 millions d'euros. Difficile d'affirmer si c'est lui qui a été choisi pour compenser le départ de Pepe, étant donné qu'il n'a pas vraiment le même profil. Il a été testé sur l'aile par Galtier, mais ses caractéristiques correspondent plus à celles d'un numéro 10, ce qui pose problème car il y a déjà Ikoné à ce poste, qui sort d'une saison exceptionnelle et qui lui aussi a été peu intéressant lorsqu'il fut essayé sur l'aile. La problématique va être de mettre ces deux joueurs dans les meilleures conditions pour briller, en sachant qu'il n'y a qu'une place au poste qu'ils convoitent, et surtout qu'il faut compenser l'absence de Pepe dans le couloir droit. Et enfin Renato Sanchez, plus cher joueur de l'histoire pour 20 millions d'euros, qui semble être le joueur choisi pour venir pallier le départ de Thiago Mendes. Meilleur jeune de l'Euro 2016, son transfert précoce au Bayern ne lui avait pas laissé suffisamment de temps de jeu pour grandir. Sans jamais avoir réussi à s'imposer en Bavière, il va tenter de se relancer dans le projet lillois. À voir ce que ça peut donner. A l'heure actuelle, il est difficile de placer ses recrues au niveau des cadres partis. Après, il ne faut pas oublier que le projet lillois est un projet de foot business. Gérard Lopez est avant tout un homme d'affaires. Son objectif est d'enregistrer des plus-values et les départs de Pepe ou de Thiago Mendes s'inscrivent dans cette logique. En revanche, il ne faut pas voir que le volet négatif de ce mercato. Les départs de ces joueurs sont indéniablement des pertes importantes d'un point de vue footballistique, mais Lille a également su garder des éléments majeurs de l'an passé. Et si je pense que le LOSC a appris de ses erreurs du passé, c'est que l'intérêt de l'équipe n'a pas été entièrement sacrifié au profit d'un gain financier maximal. En effet, Lille a également refusé une offre de 42 millions d'euros pour Maignan, 45 millions pour Bamba, 40 millions pour Ikoné ou encore 25 millions pour Selic. Lille ne se dirige plus vers ce renouvellement complet de l'effectif qui l'a conduit à sa perte en 2017-2018. L'équipe, bien qu'affaiblie, doit rester compétitive même si cela se fait aux dépens de gains financiers supérieurs. Si on se penche maintenant sur le terrain, Lille en conservant Bamba Ikoné garde une partie de son armada offensive si redoutable en phase de transition. C'est lorsqu'elle n'a pas le ballon que l'équipe se montre la plus menaçante et elle le laisse d'ailleurs volontiers à son adversaire. L'an passé, Lille a terminé deuxième avec seulement 51,1% de possession derrière l'OM, Saint-Étienne, Nice, Lyon et le PSG. Une stat qui représente bien la philosophie du jeu lillois, axée sur une projection vers l'avant la plus rapide possible, et on peut encore l'observer cette saison lors du match contre Saint-Étienne. Lille est alors redoutable face aux équipes qui aiment monopoliser le ballon et qui donc s'exposent intrinsèquement à subir des contres à la perte. On l'a vu l'an passé avec des victoires spectaculaires à domicile, 3-0 face à l'OM, 4-0 face à Nice, 5-1 face au PSG. En Ligue des Champions, le LOSC affrontera l'Ajax et Chelsea qui tournaient à 59% de possession en moyenne l'an passé. Un léger motif d'espoir pour pouvoir jouer les troubles faites, à domicile sur un match par exemple. Même si avec Valence en plus dans le groupe, ça sera déjà une très belle performance si Lille arrive à décrocher une 3ème place, synonyme d'Europa League. Donc on a beaucoup loué les performances en transition, mais le jeu lillois ne peut pas se baser que sur celle-ci. Et sur son jeu de position, Lille a une énorme marge de progression. La stérilité de ses possessions est une constante presque systématique que l'on retrouve à chaque fois que Lille a été tenu en échec l'an passé. Le problème, c'est que le 11 lillois n'arrive pas à déconstruire les blocs bas. On l'a encore vu cette saison contre Reims, qui est resté bien organisé et qui a bénéficié des erreurs du LOSC, à savoir le rouge de Yazice et la faute de Fonté dans la surface, pour repartir avec les 3 points. Si on devait donner une conclusion générale sur le projet lillois, malgré son faux départ, c'est un projet qui fonctionne sur le plan financier comme l'illustrent les plus-values financières de cet été. Quant au plan footballistique, le LOSC Unlimited donne l'impression désormais d'être bien plus réfléchi avec une vraie volonté de pérenniser le club dans le haut de tableau. Gérard Lopez collabore avec Luis Campos, qui dirige certainement le meilleur réseau de scouting au monde, et Lille a tout pour devenir un vrai club tremplin des grands joueurs de demain.